Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie du mois de mars 2019. Ça y est, déjà le mois de mars, le printemps qui s'en vient. Donc avant de rentrer dans le mois de mars tout de suite, je vais revenir en fait sur la capsule du mois de février parce que j'ai souvent un petit peu des commentaires qui disent bon, les capsules sont pour ceux qui connaissent déjà l'astrologie en partie, ça manque un peu de détails. C'est un peu un genre de commentaire qui me revient. Donc je vais essayer de donner toujours des exemples de comment, par exemple, moi je l'ai vécu ce mois-là pour donner une idée du type de vécu. En fait, qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec l'astrologie, avec les aspects, comment je les nomme. Parce que, comme vous avez vu, j'essaie souvent de garder quelque chose de un petit peu général, assez large pour permettre à chacun d'avoir vraiment son vécu libre dans les aspects qui vont venir. J'aime bien les nommer, je les décris légèrement, mais je ne veux pas trop les caractériser. Parce que, évidemment, chacun va les vivre, ces fameux aspects, de la façon qui lui revient à lui. Et évidemment, on ne veut pas influencer personne dans ce domaine-là. On veut que ce soit le plus large, le plus beau possible. Donc, voilà, je vais donner un exemple de comment, par exemple, moi, j'ai vécu l'aspect principal du mois de février qui vient tout juste de passer. Hein. C'était, on se rappelle, le jour de la Saint-Valentin, la conjonction Uranus-Mars à la toute fin du bélier. On se rappelle qu'Uranus va sortir en fait du signe du bélier pendant le mois de mars et qui terminait là, disons, ses aspects les plus importants. Son dernier aspect très important était cette conjonction Uranus-Mars le jour même de la Saint-Valentin. Donc cet aspect de cette fin du message d'Uranus en bélier, hein, qui donnait son dernier souffle, son dernier mot, son dernier message de tout ce parcours en bélier qui a duré 7 ans, hein, environ 7 ans, ça joue un petit peu avec les rétrogradations et tout, mais disons un bon 7 ans en bélier. Donc, bon, j'avais déjà mentionné que ça allait être intense, que c'était Mars qui allait être souvent avec la Saint-Valentin. On a cette dynamique Mars-Vénus hein, qui représente Mars l'homme, Vénus la femme. On sait que la Saint-Valentin, évidemment, c'est la fête de l'amour, c'est la fête de cette relation homme-femme. Donc là, cette fois-ci, c'était Mars qui allait se gagner un examen, en fait, sous le sceau d'Uranus qui allait l'amener à un niveau plus large de conscience, l'amener à un niveau plus connecté à la collectivité, quelque chose de plus large. Et c'est lui vraiment qui allait avoir l'examen, ce fameux Mars. Pour Vénus, c'était plus calme. Donc, voilà. Donc déjà, ça, c'était un peu l'ambiance qu'on avait dite, qu'on avait nommée lors de la dernière capsule du mois de février. Et maintenant, comment, par exemple, on peut vivre ça? Ben là, en ce moment, au moment où je fais la capsule aujourd'hui, la Saint-Valentin vient tout juste de passer. Et moi, je suis encore en train d'absorber, de savourer en fait la saveur que cette fameuse conjonction Uranus-Mars a donnée. Et je suis encore en train de sortir les conclusions de cette énergie que j'ai reçue, de cette énergie que j'ai ressentie, que mes cellules ont vécue. Et je vais vous donner un peu le détail de ça, en fait, du travail qui se passe pour moi. Puis je vais le faire de plus en plus parce que je pense que c'est à travers le temps, plus on en écoute des exemples concrets de comment on peut utiliser l'astrologie dans sa vie pour son évolution, pour son avancement, comment ça va nous toucher, etc. Je vais tâcher de donner le plus de détails possible. Ça vaut la peine, ça va prendre un petit peu de temps. Hein. Je suis désolé pour ceux qui veulent aller vite, mais quand même, c'est vraiment important d'avoir des infos précises pour ça. Donc, pour moi, comment j'ai vécu cette énergie? Eh bien, ce fameux Mars dans ma vie, hein, quand moi je l'ai vécu. Hein. Après, je ne veux pas vous influencer, chacun le vit à sa façon, mais je vais vous donner une idée. Donc, ce Mars, pour moi, c'était, vous savez, cette fougue que chacun a de notre personnalité, en fait, de qui nous sommes, qui veut se démarquer, qui suit ses désirs. Tu vois, ce Mars qui est notre moteur, ce désir qui nous pousse toujours à aller vers ce qu'on désire, vers ce qu'on cherche. Ça nous donne le courage, ça nous donne cette volonté. Donc, toute cette force-là. Mais en même temps, ce qu'on désire en général, il y a toujours une connotation à ça qui est très limitée, qui va être très, on va dire, personnelle, qui va être très reliée à nos limites, en fait, à nous-mêmes, à notre personnalité qui est pleine de limites qui sont causées évidemment par notre incarnation. Nous ne sommes pas parfaits, on ne sommes pas dans notre personnalité, je parle de notre individualité ou dans notre partie céleste, oui, évidemment, nous sommes parfaits là, mais ici, sur Terre, dans notre incarnation, notre personnalité, elle subit évidemment les limites de la matière et elle a ses limites. Donc, ce Mars est très coloré de ces limites-là.
on n'a qu'à imaginer Mars au niveau de notre évolution, va beaucoup représenter l'adolescence. Alors s'il y a des adolescents qui écoutent, premièrement, ça me flatte beaucoup et je suis très content parce que je le fais en partie pour eux, j'avoue. Moi, j'aurais bien aimé avoir ce genre de notion-là lors de mon adolescence. Donc, ouais, s'il y en a qui écoutent, sachez que votre Mars est en plein essor en ce moment-là. Si on visualise l'âge de Mars, évidemment, on va penser à cette période de l'adolescence où nos désirs sortent, sont puissants, c'est eux qui comptent le plus. Et ils ont tout le potentiel d'aller colorer, changer notre vie. On va faire des efforts dans des sens incroyables. On va aller dans les régions qui nous attirent, vers lesquelles nos désirs voguent. Et en fait, voilà. Donc, c'est un petit peu cette énergie-là de l'adolescent. Donc, ça manque évidemment de maturité, même si la force de ces désirs-là est grande. Et derrière cette force, on pressent une maturité qui va venir. Hein. Et ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Cependant, évidemment, la maturité n'est pas encore présente. Donc, c'est cette énergie-là. Cette énergie-là, cette fougue intérieure qui nous fait sentir en dedans que oui, on désire quelque chose. Et ce désir-là, il y a beaucoup de niveaux. Il y a des choses très, 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 très basses, là, un peu. Par exemple, toutes les choses que l'industrie de la publicité va utiliser pour nous faire acheter des produits. Hein. Très, très souvent, ils vont s'adresser aux côtés de ces désirs un peu bas. Souvent, ça va être des choses très, très sexy, hein, qui vont montrer des choses qui vont attirer l'œil, qui vont nous faire vouloir, mais ça va déclencher notre Mars en nous, mais de façon très, je veux dire, rudimentaire. Hein. C'est des choses un peu archaïques qui vont se manifester. Cependant, ce type de désir hein, du Mars, il va avoir beaucoup, 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 beaucoup de niveaux. Et ça va jusqu'à ce désir de, oui, on sent les limites de l'incarnation, hein, du poids de la matière. Cependant, il y a ce désir d'aller plus loin, de connecter avec quelque chose de parfait. Ce sentiment de souhaiter, de désirer une guidance plus grande, qu'on voudrait que nos actions soient justes, mais on n'a pas les notions pour. Notre Mars souhaite aller de l'avant, mais les conditions ne sont pas là. Et ça crée souvent, chez les adolescents, justement, un désir d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas. Et ils vont prendre ce qui va être autour d'eux, évidemment. Souvent, ça va être un peu triste parce que l'ampleur de leur désir en dedans est immense, c'est très grand. On n'a qu'à penser, justement, c'était la fête de la Saint-Valentin, à l'ampleur du désir du premier amour. Comment il est grand, comment il est infini, comment il est précieux, comment il est intime. Voilà, ça c'est un désir de Mars. Ce désir-là du premier amour que tout le monde ressent au moment de l'adolescence, c'est pas tout le monde qui va le vivre, mais c'est tout le monde qui va le ressentir. Cette attirance envers cette grande énergie, et évidemment il y en a qui vont bloquer l'énergie, mais ils le ressentent quand même. Hein. Ça veut dire que c'est tellement fort dans ce genre de cas-là qu'on va bloquer l'énergie, mais c'est parce que c'est fort qu'on va le bloquer. C'est une réaction, comme on sent que les conditions ne pourront pas répondre à la force de ce désir, on a justement le réflexe de bloquer l'énergie parce que c'est tellement fort, c'est tellement précieux, tellement intime. Bon, beaucoup de détails autour de ça, mais c'est pour qu'on comprenne bien ce fameux Mars, tous les niveaux qu'il a, ce désir de la personnalité, de ce point de vue hein, du Mars, de ce niveau où tous les désirs les plus puissants et qui ont, comme je disais, hein, qui ont un rôle important parce que ce désir-là est fait pour monter, monter, monter jusqu'au moment où c'est le désir qui nous amène à aller chercher vraiment le divin en fait, hein, aller chercher des choses qui sont vraiment parfaites, bien alignées. En fait, c'est comme un instinct d'aligner notre action avec des choses grandes, belles, puissantes. D'ailleurs, toutes les choses qu'on va dire des attirances, des désirs un peu rudimentaires, eh bien, ils ont toutes leurs racines, leurs sources dans des désirs beaucoup plus élevés. Et voilà, bon, c'est une science un peu de connaître Mars, de connaître comment il fonctionne. Mais je vais quand même ouvrir le sujet un petit peu plus parce que moi, justement, comment je l'ai vécu, c'était très particulier. Parce que le sujet qui me tracasse le plus ces derniers temps, c'est comment fonctionne l'idée, comment fonctionne l'idée d'un maître spirituel. Parce que je vois beaucoup de personnes qui ont quand même des connaissances intéressantes, qui ont des connaissances, on va dire, pas nécessairement ésotériques, mais on va dire psychologiques, on va dire qui ont une sensibilité, ils ont même étudié des choses qui leur fait avoir des connaissances
qui sont très intéressantes, qui vont vraiment se rapprocher là, à une science, on va dire, spirituelle. Ça veut dire qu'ils ont vraiment des notions intéressantes, ils ont vraiment un potentiel. Cependant, à toujours, je ressens qu'à travers les difficultés qu'on traverse, il manque un petit quelque chose. Et dernièrement, une des idées qui m'est venue, c'était justement cette notion d'un maître spirituel. Et je me demandais ces dernières semaines, ces derniers mois, pourquoi en fait c'est si compliqué aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans notre monde occidental, hein, parce que bon, en Orient, c'est pas un défi du tout, un maître spirituel, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose de tout à fait accepté, on comprend très facilement là-bas. Mais ici, dans le monde occidental, à quoi ça sert et pourquoi on a une résistance si grande? Et l'idée qui m'est parvenue justement au moment de la Saint-Valentin par rapport à ça, et c'est là qu'on voit Uranus qui met son sceau sur Mars, comment moi j'ai vécu ça, eh bien c'est que notre Mars, hein, en fait le Mars, c'est lui qui a vraiment besoin d'un maître spirituel. C'est lui qui a ce désir, en fait ce désir l'amène à souhaiter quelque chose de juste, de puissant, d'ajuster dans l'action, d'ajuster dans son vécu, une possibilité de vécu infini. Ce désir de Mars, c'est extraordinaire, c'est un courage qui nous permet là, une audace qui nous permet d'aller vivre la vie la plus belle possible, la plus inspirante, la plus intense possible. Et évidemment, pour ça, il faut se connecter au monde divin. Il faut se connecter à ce monde. Cependant, ce monde spirituel est tellement vaste, tellement large, que Mars, effectivement, comme je disais au début, n'a pas cette maturité. Et justement, la présence d'Uranus au moment de la Saint-Valentin, pour moi, c'était ça. C'était Uranus qui dit, regarde, ton Mars, évidemment, il y a un souhait très fort, très puissant. Et puis quand je vois justement ces gens qui ont des notions, mais qui n'ont pas une clarté dans leur vie de où est-ce qu'ils s'en vont, comment agir, des choses comme ça, un sens qui ne ressentent pas le sens clair de où s'en va leur vie, quel sens tout ça prend, eh bien, la réponse qui m'est parvenue pour moi au moment de la Saint-Valentin, c'est justement ce refus un peu du Mars en Occident, hein, de cette tendance martienne, de ce désir qui refuse beaucoup la guidance d'un maître spirituel. Pourquoi? Très simple. Il y a eu beaucoup d'abus hein, à travers le temps. Donc, en tout cas au Québec, c'est gigantesque. Hein, les abus du côté religieux. On parle même de pédophilie, là, de choses vraiment horribles qui se sont passées. J'imagine que c'est semblable beaucoup dans plusieurs pays de l'Occident où c'est comme si on sort d'une désillusion de la guidance spirituelle. Cependant, ça c'est le Mars un peu qui pousse son désir. Et on voit en Occident que le Mars pousse son désir et il repousse un peu le maître spirituel. Hein. Et il y a plein d'exemples dans des films, de choses comme ça. On a qu'à penser à La Guerre des Étoiles. Et des exemples de ça, il y en a plein. Hein, où le Mars repousse la guidance. C'est quelque chose de très, très classique. Et là, on le voit beaucoup en Occident. Et c'est un vécu un peu de monsieur, madame, tout le monde. Hein. C'est vraiment classique. Un peu tout le monde va vivre ça. Et là, justement, moment de la Saint-Valentin, moi, l'idée qui me visite, l'idée qui vient me voir, et comment toute cette énergie Uranus-Mars s'est canalisée pour moi dans ma vie, hein, c'est justement cette idée qui est arrivée, qui est que pourquoi, quelle raison, qu'est-ce qui ferait sentir à ce Mars occidental le pourquoi du bienfait, du sens d'un maître spirituel, de se connecter à ce maître spirituel-là. Voilà, ben, ce sens-là, c'est de... Puis il y en a d'autres des sens, hein, mais c'est celui qui est venu. C'est celui qui est venu de ce Uranus, pour moi, dans ma vie à moi, de ce Uranus sur Mars. Et ben, ce sens-là, c'est de développer notre réceptivité. Parce qu'un maître spirituel donne beaucoup de notions, va nous donner, va nous guider. Et quand on accepte un maître spirituel, on est capable de développer notre réceptivité d'une façon efficace. Et ça, c'est Mars. Là. C'est Mars qui n'est pas réceptif. C'est Mars qui se rebute à développer cette réceptivité-là. Il va trouver toutes les raisons du monde pour montrer qu'il n'accepte pas cette guidance. Hein. Pensez aux adolescents, un peu comment ça se passe dans certains cas, les crises d'adolescence qu'on dit souvent. Eh bien, souvent, vous allez voir, c'est exactement ça qui se passe. C'est notre Mars qui va se rebuter contre une guidance en disant ce n'est pas suffisant, je n'aime pas ta guidance, etc. Et on voit que la réceptivité est bloquée. Et c'est ce Mars-là qui est pris. Et bien, quand Uranus vient à ce moment de la Saint-Valentin, pour moi, c'est justement Uranus qui ouvre cette porte de Mars, qui lui montre, regarde, si tu es capable d'accepter un maître spirituel dans ta vie, et là, après, ça va prendre des critères. Hein.
pour avoir un maître spirituel réel, parce qu'on ne veut pas un espèce de gourou qui va abuser de nous, des choses bizarres. Faut vraiment avoir des critères très serrés. Ça pourrait être l'objet d'une autre discussion, là. On peut en parler de façon astrologique tout à fait, hein, c'est très très accessible. Donc, ça sera quelque chose à parler plus tard, mais cependant, c'est juste de savoir que si on accepte un maître spirituel réellement dans notre vie, eh bien, ce Mars va s'ouvrir à une guidance, et là, ça devient possible de cultiver une réceptivité envers des choses justes. Parce que c'est ça le défi. Quand on est réceptif envers des choses qui ne sont pas justes, eh bien, on ne cultive pas notre réceptivité. On cultive un sentiment d'être abusé. Et ça, c'est très négatif. Et si on a justement un gourou étrange en fait, qui profite de nous, ou aussi si on a, parce qu'il y a aussi d'autres choses, hein. Par exemple, les channels, ceux qui vont faire du channeling. Eh bien, ça, c'est pas vraiment un maître spirituel. Parce qu'un maître spirituel va ancrer sa science dans son comportement de sa vie à lui. Il va pas te donner juste une science ésotérique au moment où il est connecté par channeling. C'est pas ça un maître spirituel. Un maître spirituel, sa vie est un miroir de la science qu'il a développée, de la science qu'il a ancrée dans son corps physique, dans sa vie, dans son mode de vie, à tous les moments de son existence. Ça, c'est quelqu'un qui maîtrise cette science. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui est un vrai maître spirituel. Et là, je n'ai pas aucunement l'orgueil de dire que j'en suis un. Je suis vraiment loin de ce niveau-là. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aspects de ma vie qui ont besoin d'être améliorés avant de même imaginer toucher ce domaine. Mais il existe malgré tout de véritables maîtres spirituels. Et quand on s'ouvre à ces maîtres spirituels-là, eh bien, notre réceptivité peut se cultiver. Parce que on commence à avoir des empreintes on a été réceptif, on a reçu quelque chose de vraiment pur, de vraiment bon, de vraiment même adapté pour nous, de vraiment aidant, de vraiment juste. Et là, ça crée une empreinte dans notre moule de réceptivité. Parce que quand on entre dans le monde spirituel, on veut méditer. Hein? Souvent, c'est quelque chose de très connu maintenant, la méditation, même ça va dans les écoles maintenant. Donc, on veut méditer. Et quand on médite, souvent, on va être en ouverture, on va être en mode réceptif. Cependant, dans les plans invisibles, ben, il y a beaucoup d'énergies différentes. Donc, si on est réceptif, mais on n'a pas un moule de réceptivité qui est positif, ça veut dire on n'a pas l'habitude que dans notre réceptivité tombe, arrive, ça veut dire on reçoit des énergies qui sont justes, parfaites, vraiment élevées, pour vrai. Pas juste une illusion de quelque chose d'élevé parce qu'il y a une notion mentale, ça veut dire réfléchie, mathématique, qui semble être très bonne, mais en fait c'est un peu manipulé, tout ça pour nous pousser dans une certaine direction qui est intéressée. Bon, ça c'est pas très bon, et quand on est en méditation, ce genre de choses-là peut nous arriver aussi. Ça veut dire que la guidance qu'on reçoit même en méditation, hein, et là je ne veux pas descendre la méditation, j'adore la méditation, je trouve ça super important. Cependant, même la guidance qu'on reçoit, même si on a la meilleure volonté du monde, elle va fluctuer. Et si on est capable de cultiver une réceptivité qui reçoit des choses toujours bonnes, comme par exemple c'est ce qui arrive quand on s'ouvre à un maître spirituel, un vrai là, hein, et c'est là qu'il faut faire attention à avoir des vrais critères, mais quand on s'ouvre à un véritable maître spirituel, on cultive une attitude en nous qui est habituée de recevoir des choses toujours justes. Et comme on a ça, il y a un senti qui se développe, là, souvent ça va être dans notre cœur ou dans notre plexus solaire ou dans notre ventre, on va sentir si l'information qu'on va capter en méditation ou dans nos rêves ou à d'autres moments est quelque chose de juste. Est-ce que c'est une illusion qui nous est proposée? Qu'est-ce que c'est la nature? Parce qu'en nous, on a le réflexe d'être capable de recevoir quelque chose de juste quand on est ouvert à un maître spirituel, parce qu'on reçoit ce message qui est juste, qui est dans le vrai à chaque fois. Et ça cultive notre réceptivité. Et c'est ça pour moi, hein, c'était ça pour moi le message de cette fameuse Saint-Valentin, de ce fameux Uranus-Mars conjoint, ce Mars qui on disait, oui, elle allait être sous test, sous examen, ben voilà, c'est ça l'examen pour moi. Mais après, pour chacun, ça va être différent. Pour moi, c'était ça, de montrer comment Mars, oui, doit se rattacher à quelque chose de plus grand, une vision plus vaste, plus collective, plus large, celle d'Uranus, et c'est celle-là, de s'ouvrir à un maître spirituel pour que Mars, qui refuse d'être réceptif, reçoive finalement, soit capable d'être à l'écoute d'une direction qui va aligner son action dans sa vie. Bon, voilà. Donc, c'était pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, en fait, les aspects astrologiques, jusqu'où on peut les utiliser
et de quelles conditions ça va nous donner. Bon, ça, peut-être que ça vous semble un petit peu théorique. Cependant, pour moi, c'est vraiment très concret et c'est quelque chose qui est justement très utile et qui va aligner plein de choses dans la vie. Donc évidemment, hein, il ne s'agit pas de quelque chose comme ne sors pas de ta maison, il y a un grand danger puisqu'Uranus bouleverse Mars. Bon, on n'en est pas dans ça. Hein. Moi, je ne ferai jamais ça. N'ayez pas peur. Je ne serai jamais dans ce type d'interprétation-là. Cependant, c'est pour ça que j'ouvre les sujets le plus possible. Je les laisse ouverts. Toujours à chaque fois, quand je donne une interprétation là, dans les capsules, je les laisse ouverts pour que chacun ait cherché sa piste, quelque chose qui va lui parler, mais dans son profond, dans le profond de nous. Et voilà, je vais vous donner un exemple un petit peu plus clair. Donc, c'est pour ça que quand vous écoutez mes capsules, parfois, ça va être très ouvert, les interprétations. C'est pour permettre que vous ayez toute liberté d'aller chercher, avec votre intuition à vous, hein, d'aller chercher le vécu réel. Parce que là, je le dis et ça semble comme une notion. Mais quand je l'ai vécu, la Saint-Valentin, c'était pas une notion du tout. Hein. C'était vraiment dans le pratique des expériences avec des amis. Hein, j'ai rencontré beaucoup d'amis dans ces jours-là, le 14, 15, 16. Et dans ces jours-là, j'ai vécu des moments qui ont éveillé cette notion-là en moi. Mais ça vient d'un vécu. Hein. Et le vécu, bon, je pourrais le décrire en détail, mais il est complexe parce qu'en fait, il y a eu plusieurs moments de vécu. Donc, si je décrirais le vécu au complet, ça me prendrait des heures. Parce que le vécu, c'était sur plusieurs rencontres, plusieurs heures, il y a eu beaucoup de détails, mais ce qui est important et ce qui ressort de ça, c'est ce que ça éveille en moi et c'est ce que je viens de vous partager. Donc voilà, ça vous donne une idée un peu plus claire de comment utiliser ces fameux aspects astrologiques. C'est passionnant, c'est super intéressant. Et voilà, on le vit à plusieurs niveaux. Voilà. Bon, c'est très bien. Merci beaucoup d'écouter déjà ce moment-là. Et maintenant, plongeons directement dans le fameux mois de mars. Donc, le mois de mars, qu'est-ce qui en fait un mois si particulier? Premièrement, il y a une chose de très spéciale, c'est qu'il va donner lieu il va y avoir deux pleines lunes dans le signe du bélier qui vont se suivre. Donc, une au mois de mars et une au mois d'avril. Et donc, il donne lieu à cette première pleine lune dans le signe du bélier, hein, qui va être à 0 degré bélier. Donc ça, c'est quelque chose déjà de spécial à ce niveau-là. On va en reparler bientôt. Mais si on va voir la nouvelle lune du mois de mars, on voit une grande conjonction, donc Soleil-Lune, comme toujours, une nouvelle lune est faite d'une conjonction Soleil-Lune, mais là, cette fois-ci en Poisson et en conjonction avec Neptune. Donc là, c'est très, très, très intéressant parce qu'on se rappelle dans les prévisions de l'année que le fameux carré Jupiter-Neptune va Jupiter qui est en Sagittaire, Neptune qui est en Poisson. Au moment de la nouvelle lune, c'est un carré qui est très très léger. Hein. Il va être comme, il n'est pas très précis, donc on va même pas le compter. Cependant, on sait que dans l'année, c'est un aspect qui va colorer énormément l'année. Donc, sachant ça, quand on a une nouvelle lune comme ça, Soleil, Lune sur le Neptune en Poisson, on voit que on travaille ce Neptune. Et comme il n'y a pas le carré avec Jupiter, et on sait, hein, le carré va durer de janvier jusqu'à septembre, mais avec des moments comme ça de pause, parce qu'il va s'éloigner, il va reculer le Jupiter. Donc il va faire tout un jeu comme ça. Et quand on a un moment avec une nouvelle lune qui va nourrir Neptune à ce point-là, donc c'est vraiment la nouvelle lune, c'est Soleil-Lune sur le Neptune en Poisson. Neptune est chez lui en Poisson. Donc c'est un moment où vraiment ce Neptune gagne beaucoup, beaucoup en force. C'est un peu une pause dans ce travail de placer Jupiter en avant. C'est un moment où on peut s'ouvrir à une intuition. Et j'avais mentionné au mois de février qu'à partir de la pleine lune de février, qui est, si je me rappelle bien, le 19 février, eh bien, il y a un repos qui va s'installer doucement. Les choses vont s'alléger tranquillement. Eh bien, et ça va se poursuivre jusqu'à cette nouvelle lune du mois de mars. Et on va le sentir justement que là, on peut vraiment se connecter à une intuition, à une intuition large, à cette énergie du poisson, en fait, qui est très, très vaste, à la musique, à quelque chose de large, tu sais, au genre de notions qui vont inclure beaucoup de choses en même temps, qui vont être très, très, oui, c'est ça, très vaste, comme la musique, par exemple. La musique, surtout la belle musique, là, celle qui va vraiment nous inspirer, nous amener dans des régions intéressantes, qui vont un peu guider notre pensée, quand il y a une beauté, quelque chose de fort dans la musique, eh bien, ça va nous amener dans des mondes qui sont vastes, qui peuvent sembler flous, évidemment, hein, parce que quand les choses sont vastes, évidemment, on ne les comprend pas à 100%, ce sont des mondes qui nous dépassent, c'est un petit peu comme un bateau dans l'océan. Un bateau dans l'océan, il sait qu'il est
une goutte dans cet océan immense et il sait que l'océan le dépasse. Cependant, dans ce monde-là, il est quand même possible de se guider, de se diriger. Et en se dirigeant, on peut découvrir des choses justement tout à fait nouvelles puisque c'est un monde nouveau qui nous dépasse. Eh bien, quand on écoute la musique, quand on est sensible à des réalités justement qui nous dépassent, on peut aller chercher comme ça des petits bijoux, des petites perles. Et ça, cette nouvelle lune du mois de mars, elle, justement, elle est faite pour ça, pour nous sensibiliser à aller chercher des trésors comme ça dans un monde qui nous dépasse. Donc, c'est vraiment une invitation qui est différente du reste de l'année parce qu'il y a toute cette énergie sur ce Neptune en poisson. Et parce qu'en général, il va y avoir le Jupiter qui va faire carré à cette énergie. Donc, c'est une énergie qui va être en tension. Cette fois-ci, il n'y a pas de tension. C'est doux, c'est généreux. Et on peut y aller. C'est vraiment un moment de détente au niveau d'utilisation justement du mental là, pour essayer de comprendre, de gérer nos vies, de faire des choix vraiment intelligents, penser, serrés, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Cependant, il y a moins de tension sur ça. Ça se peut donc que les choix vont se faire plus naturellement, plus simplement. Et au niveau en fait de cette intuition, de notre intuition à aller parcourir des mondes vastes et grandioses en fait, ben, c'est un moment pour vraiment y aller. On se sent détendu pour y aller et c'est un super beau moment. On peut recevoir des beaux messages, de belles intuitions. Donc c'est le moment, vraiment l'aspect le plus important de cette nouvelle lune du mois de mars qui va arriver le 6 mars de cette année, en 2019. Et donc dirigeons-nous tout de suite vers la pleine lune du mois de mars. La pleine lune du mois de mars va être très particulière. Pourquoi? Parce qu'elle va arriver au même moment, le même jour en fait, pas le même moment, mais le même jour que l'équinoxe de printemps 2019. Donc la pleine lune arrive au même moment. Ça, c'est quelque chose de plutôt rare. C'est pas exceptionnel, mais c'est relativement rare. Et bon, ce n'est pas le moment exact. Hein. Il va y avoir une petite variation et cette variation-là est très importante. Parce que au moment de l'équinoxe, la Lune va se retrouver en Vierge. Et on se rappelle que Mars est en Taureau et que Saturne, Pluton sont en Capricorne, assez près les uns des autres. Donc là, ça va donner un grand triangle bleu fait de trigones dans le ciel. On a Mars qui va faire trigone à Pluton plus précisément, Saturne moins précisément. Et les deux vont faire trigone à la Lune en Vierge, qui va être à 27 degrés au moment de l'équinoxe, au moment précis de l'équinoxe. Donc Mars à 23, Pluton à 23 aussi, oui, je crois. Et donc, on a ce grand triangle bleu dans les signes de terre, qui implique Mars, Pluton, Lune. Donc ça, évidemment, si vous connaissez l'astrologie, vous pressentez déjà que c'est une suite à ce moment de la Saint-Valentin dont on a parlé, où Mars recevait le sceau d'Uranus. Eh bien là, Mars se retrouve dans un aspect, si on a profité de ce sceau d'Uranus, si on a su travailler avec, si on a vraiment utilisé notre cœur, là, puis on a été travailler avec ce sceau d'Uranus avec Mars, eh bien, on va voir que Mars continue. Parce que là, quand il fait trigone à Pluton, qui est en plus surveillé par Saturne, en Capricorne, eh bien, on voit que, parce que Pluton, c'est, on va dire, l'octave supérieure de Mars. C'est comme un niveau plus collectif, plus large, plus grand de Mars. C'est comme ce désir que je disais, Mars a le potentiel de nous lancer d'un désir plus vaste que juste un intérêt personnel, un désir personnel de quelque chose qu'on veut, mais vraiment un désir plus grand, plus profond, plus vaste. Eh bien ça, quand on le pousse à l'extrême, on va finalement entrer dans le royaume de Pluton qui nous connecte avec notre puits d'énergie sans fin, sans limite, ce Pluton, voilà, qui est très 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 puissant, qui nous connecte à des désirs qui sont viscérales, qui sont connectés même à l'inconscient, qui sont connectés à des réalités qui sont vraiment fondamentales, cruciales, vitales, voilà, et c'est notre potentiel de vie, tout ça. Donc de connecter les deux ensemble, c'est comme si le Mars, avec ce qu'il a vécu au moment de la Saint-Valentin avec Uranus, là, au moment de l'équinoxe, hein, surtout principalement au moment de l'équinoxe du printemps, il se connecte avec un trigone avec Pluton et en même temps la Lune en Vierge et tout ça dans les signes de terre, ça fait que ça donne une énergie très près de la réalisation, de la concrétisation. Mars est exalté dans le signe du Capricorne, où se trouvent Pluton et Saturne.
Donc, c'est comme si il y a un potentiel de réalisation très fort parce que la Lune aussi, hein, c'est une planète qui va permettre la réalisation des choses. Des plans se préparent, des choses se mettent en place. Quand la Lune est au bon endroit, la concrétisation est possible parce que la Lune permet de cristalliser, de rendre matériels les éléments, les rassembler. C'est comme si elle va les recevoir, elle va permettre de les rendre physiques, un petit peu comme, bon, je donne un exemple peut-être un peu moyenne, mais par exemple, on met de l'eau dans une bouilloire, eh bien, le calcium de cette eau, si c'est une eau qui a beaucoup de calcium, va effectivement se cristalliser sur les parois de cette bouilloire. Donc là, on voit que les éléments physiques vont vraiment se cristalliser, vont se condenser, vont se matérialiser, vont devenir visibles. La Lune a cette propriété de faire ce travail, de coaguler un peu l'énergie, de la densifier, de la rendre plus matérielle. Donc, d'avoir Mars, Pluton comme ça, donc c'est vraiment le désir qui a été travaillé avec la Saint-Valentin, hein, n'oubliez pas, donc qui a été travaillé comme ça, là, on le sent bien, 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 eh bien, ils font ce grand triangle bleu, ce grand aspect, ça forme un grand triangle, en fait, dans le zodiaque, fait de lignes d'harmonie, hein, de trigones, de lignes où l'énergie coule, avec la Lune qui permet de condenser ça, tout ça dans les signes de Terre, qui est le signe qui condense le plus. Donc voilà. Donc ça, c'est un aspect super important qu'il ne faut pas oublier. Et quand on arrive après avec la pleine lune, c'est quelques heures après, ben, la lune aura bougé parce qu'elle était à 27 degrés en vierge. Ben là, elle se retrouve finalement à 0 degré en balance. Elle se retrouve à 0 degré en balance. Et donc, elle fait justement cette opposition avec le soleil qui, lui, se retrouve à 0 degré du bélier. On se rappelle que c'est la première pleine lune qui arrive dans le signe du bélier. On aura deux successives. Et donc, on a cet aspect lune-soleil, cette opposition, qui, si on se rappelle le triangle, ce fameux triangle bleu, si on se le rappelle, on se le remet en tête, qui faisait Mars, Pluton et la Lune, eh bien, cette opposition-là, c'est comme si elle coupe ce triangle bleu en deux. Vraiment. Quand on a un grand triangle bleu et une opposition avec un de ces points d'un grand triangle bleu fait de trigones, eh bien, c'est toujours, l'opposition avec un de ces points va toujours séparer le triangle en deux. Hein. Ça fait toujours cette scission-là dans un grand triangle. Et donc, voilà. Donc, cette opposition qui forme la pleine lune, hein, soleil opposé lune, évidemment, c'est ce qui crée une pleine lune. Donc, cette opposition-là, qui est cette première pleine lune dans le signe du bélier, cette opposition va scinder un peu ce triangle bleu. Donc ça, qu'est-ce que ça va nous donner comme information? C'est très important parce que il y a autre chose qui se passe en même temps. Et je vais juste le décrire, après on va avoir une vision plus complète. Donc en même temps, on a Vénus qui est en Verseau, qui va faire carré à Mars, qui lui, on se rappelle, est en Taureau. Donc on a ce carré avec Vénus d'un côté, et de l'autre côté, lorsqu'on avait justement ce grand triangle bleu au moment de l'équinoxe, qui est le même jour que le jour de la pleine lune, mais au moment précis où on avait ce grand triangle bleu dans le ciel, eh bien Jupiter, lui, qui est en Sagittaire, va faire carré avec la Lune. Donc on voit que de ce grand triangle bleu, deux de ces points, donc la Lune et Mars, font un carré avec des planètes Vénus et Jupiter. Donc Vénus et Jupiter, en général, en astrologie, on va dire classique, sont vraiment considérés comme les grandes planètes bénéfiques. Et donc, le fait qu'elles soient les deux en carré, ça montre qu'il y a une tension en nous qui sort de ce travail-là du grand trigone bleu, hein, des signes de terre. Là. Bon, je sais que c'est beaucoup de notions, c'est beaucoup de positionnements. Vous voyez les thèmes, j'espère que vous suivez bien. Donc, on voit qu'il y a une tension en nous. Il y a le côté, on va dire, bénéfique, ça veut dire Jupiter-Vénus, qui eux sont en tension avec ce grand triangle. Mais dans ce grand triangle, il y a les planètes qui, en général, on va dire, pas nécessairement maléfiques, là, mais presque. On a Mars, Saturne et Pluton. Il y a la Lune aussi, mais ceux qui vraiment font l'aspect qui ne bougent pas, parce que la Lune bouge très vite, hein, et c'est elle qui va sortir. Au moment de la pleine Lune, elle n'est plus dans ce triangle bleu, elle tombe dans cette opposition avec le Soleil. Elle va bouger, va faire le changement. Mais
Les planètes qui ne bougent pas sont justement les planètes qui, en général, vont être qualifiées de soit maléfiques ou plus difficiles à travailler avec. Donc Mars, Saturne et Pluton. Donc vous voyez qu'en nous, il va y avoir une tension très spéciale. Parce que nos planètes bénéfiques sont sous tension, sont en carré, mais en carré avec un grand triangle bleu qui est très bénéfique dans son énergie, mais qui est fait des planètes qui en général sont en tension. Donc vous voyez que tout le côté, on va dire, émissif, qui va pousser, qui va nous obliger, Mars, Saturne, Pluton, c'est ces désirs, mais en même temps avec les obligations et les limites. Vous voyez toute cette énergie-là, eh bien, elle se place avec une possibilité de concrétisation super intéressante dans ce grand triangle bleu, hein, ce qu'on vient juste de mentionner. Cependant, les planètes bénéfiques sont en carré avec ça. Donc elles ne vont pas participer de donner leur énergie naturellement, il va y avoir une résistance en nous. Donc si on pousse l'idée que c'est une suite à cette conjonction Uranus-Mars qui s'est passée alors qu'Uranus allait sortir du signe du Bélier. D'ailleurs, juste avant de sortir, Uranus va encore faire un dernier petit carré avec Vénus. Hein? Vénus qui va être au tout début, en fait, à la fin du signe du Capricorne, ben, va faire un carré avec Uranus qui va être à la fin du signe du Bélier. Donc il va y avoir un carré là, un dernier petit carré. Et ça nous montre tout de suite que Uranus participe à cette dynamique de faire le carré avec Vénus, hein, qu'on retrouve au moment de la pleine lune du mois de mars. Ça veut dire que et Uranus et Mars qui est en conjonction là, au même degré, hein, ce dernier degré du signe du Bélier à 29, au moment de la Saint-Valentin, cette énergie-là qu'on a reçue à ce moment-là, elle va créer vraiment une tension sur notre Vénus, sur notre Jupiter. Et là, c'est le moment, par exemple, par rapport à ce que je viens de vous témoigner, de pour moi, par exemple, comment moi j'ai vécu ce Uranus et Mars conjoint en fin Bélier au moment de la Saint-Valentin. Mais bien là, il faut se dire, ok, ça veut dire que notre Vénus, les choses qu'on aime, les choses qui nous attirent naturellement, qui sont plus faciles, ainsi que notre Jupiter, parce que Jupiter aussi va être en carré, au moment de la pleine lune, pas de la pleine lune, mais plutôt de l'équinoxe, cette fois-ci, parce que c'est avec la lune qui va bouger. Hein? Bon, on suit. Bon, comme les deux bénéfiques vont être en carré, ben, les choses de Jupiter aussi, c'est les choses généreuses. Les choses qui vont être généreuses avec nous, qui nous ouvrent les chemins, qui vont, ça va tout seul. Et les choses sont très positives et c'est très généreux, c'est comme un cadeau. Et ben, ces deux énergies-là très positives dans nos vies vont être en résistance à ce qu'on a ressenti. Ils vont avoir une résistance à ce niveau-là. Et ça correspond très bien à cette culture de notre réceptivité. Parce que Vénus est très réceptive, en fait. Elle est supposée être très réceptive. Mais elle a aussi l'habitude de prendre seulement ce qu'elle aime. De prendre que ce qu'elle aime, ce qui l'attire, et finalement de l'amener d'un monde plus personnel et d'avoir des échanges avec Mars qui sont très rudimentaires, justement. Et ça, ces habitudes de facilité de notre vie aujourd'hui, surtout en Occident, on a des habitudes de facilité en Occident qui sont très, très, très fortes. Et donc, toutes ces habitudes de facilité-là, ils vont vraiment être confrontés avec ce qu'on a reçu au moment de la Saint-Valentin, avec cette conjonction Uranus-Mars. Donc, il va y avoir une confrontation entre la facilité et le travail de cultiver une réceptivité envers ce qui est juste. Et cette réceptivité envers ce qui est juste, c'est Mars qui est en trigone avec Pluton et Saturne qui sont en conjonction. Ça veut dire notre Mars, cette impulsion, donc on a très bien décrite, va être avec Pluton et Saturne, les deux ensemble. C'est comme deux gardiens de la sagesse vraiment, qui vont aligner le Mars. Et la Lune de l'autre côté qui complète le grand triangle bleu va vraiment permettre de concrétiser cela. Donc c'est un moment d'ouverture extrêmement important, mais il faut savoir que notre habitude de facilité et de caprice même, je dirais, en nous, va être en résistance. Ça veut dire qu'il faut se remettre en question un tout petit peu à ce moment-là. Et ça, c'est la fameuse pleine lune du mois de mars. Donc,
ça risque d'être extrêmement intéressant, de permettre des changements dans notre vision, dans notre direction, très très bon pour ceux qui veulent prendre une nouvelle direction dans leur vie. C'est un très bon moment, le mois de mars, avec tous ces aspects-là qui vont se passer, quitter un peu des zones confortables et se lancer dans quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus grand, beaucoup plus droit, avec cette influence d'Uranus, de Mars, de toute cette énergie-là qu'on a décrite lors de la capsule. Donc voilà, c'est une grande histoire d'amour. Mars d'ailleurs est relié évidemment au rouge. C'est pour ça les fleurs rouges que justement évidemment on a reçues à la Saint-Valentin. Donc voyez un petit peu le lien entre toutes ces choses-là. C'est une grande histoire d'amour en fait. Hein. Quand je parle de cette sensibilité, de cette réceptivité-là à ce qui est juste, à ce qui est grand, à ce qui nous dépasse nos petites limites matérielles, nos caprices un peu vénusiens en fait, notre confort. Tout ça, c'est ça la grande histoire d'amour. Hein. Ce rouge, cette audace du Mars qui vraiment se développe dans des zones plus grandes, plus intéressantes. C'est le potentiel de cette saison de fin d'hiver et du début printemps, avec l'équinoxe du printemps qui rouvre la porte pour toute une nouvelle année. Hein, au niveau astrologique, l'équinoxe de printemps, c'est le début de l'année. On revient, le soleil entre dans le monde du bélier, passe à 0 degré du bélier et lance une nouvelle année avec toute une énergie de vie qui arrive. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule. Je vous souhaite un excellent travail. J'espère que ça va vous dynamiser, conforter certains ressentis et vous permettre de voir un peu plus grandement les fameux aspects astrologiques et tout ce qui nous est offert. Merci beaucoup. N'hésitez pas de liker, partager, commenter, évidemment vous abonner à la chaîne et puis partager à tous vos amis. Vraiment, je pense une belle richesse. Merci beaucoup et à la prochaine.